It's been an emotional season. We faced some pretty big decisions. Buying Dominion scared me, but it looks like this purchase was worth it. Oh, quelque chose ne va pas. Coupe l'air. Quelque chose ne va pas, parce que cette pompe n'a jamais autant travaillé. Tony Beats perd de l'argent plus vite que jamais et sa fortune s'évanouit sous ses yeux. Sun Empire Minier, autrefois invincible, croule aujourd'hui sous des dettes colossales et des réparations incessantes. Entre équipements cassés, factures impayées et investissements risqués qui tournent mal, Tony est à court d'options. Serait-ce la fin de son règne comme l'un des plus riches mineurs d'or de la télévision? Restez connectés. La pression montait. Et un seul faux pas suffira à Tony et à toute sa famille pour les faire vivre à la rue. La bataille contre l'eau à Paradise Hill. À Paradise Hill, la pompe du tramway de Tony pousse fort. Beaucoup trop fort. Quelque chose bloque l'écoulement de l'eau. Et si le problème n'est pas résolu rapidement, toute l'exploitation minière pourrait être complètement bloquée. La pompe fonctionne malgré une restriction cachée, probablement un clapet anti-retour qui ne s'ouvre pas complètement. Si c'est le cas, c'est une catastrophe imminente. L'équipage se dirige vers le cimetière où les pièces détachées sont empilées. Un vieux clapet anti-retour pourrait faire l'affaire, mais il n'est pas parfaitement adapté. Malgré tout, ils ne peuvent pas se permettre d'attendre un nouveau. Il faut agir maintenant, avant d'entrer dans le vif du sujet. Il est clair que le véritable problème est bien plus grave qu'une simple valve défectueuse. Et la suite des événements placera Tony face à une crise que personne n'a vu venir. Le temps, c'est de l'argent. Et leur chef est en train de manquer de ces deux ressources. L'équipe ramène la vanne de remplacement et s'attelle à son remplacement. Mais ce n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Avant de pouvoir intervenir, il faut drainer plus de 600 mètres d'eau d'une immense canalisation. C'est une quantité colossale. Et chaque goutte représente une perte de temps, de ressources et de profit. Ce n'est pas le genre de gars qui aime attendre. Et ce genre de contretemps est exactement ce dont il a besoin. Sa saison minière a déjà mal commencé. Et ce n'est qu'un problème coûteux de plus qui s'ajoute à la pile. L'équipe peine à remplacer la vanne défectueuse. Et la patience commence à s'épuiser. Ce problème aurait dû être détecté bien avant qu'il ne devienne une crise. Mais il n'y a plus d'autre choix que de le régler. L'ancienne vanne est démontée et la nouvelle est en place. Mais le véritable test n'a même pas encore commencé. Pour maintenir le fonctionnement, l'eau doit être poussée sur près d'1 kilomètre en amont, à raison de 500 gallons par minute. C'est une demande colossale. Et si cette nouvelle valve cède sous la pression, tout le plan pourrait s'effondrer. Plus ils attendent de voir si le projet tient, plus la frustration monte. Chaque minute perdue signifie plus d'argent qui lui file entre les doigts. Et il le sait. Ce n'est pas seulement un désagrément. C'est une menace pour tout ce qu'il a construit. Finalement, la pompe se remet en marche et l'eau coule à nouveau. Mais il n'y a pas de répit. Le véritable coût de cette réparation ne réside pas seulement dans l'argent dépensé, mais dans le temps perdu, les contretemps qui s'accumulent et la pression croissante qui pèse sur ses épaules. Il a déjà investi une fortune dans le maintien de cette mine, et chaque échec inattendu le rapproche du désastre. Les marges sont serrées, et une nouvelle panne majeure pourrait le pousser au-delà du point de non-retour. Cette mine n'est pas seulement une entreprise, c'est son héritage, sa fierté, son mode de vie. Mais pour l'instant, ni le courage ni la détermination ne peuvent changer la dure réalité. La situation lui échappe. Et vite. S'il ne parvient pas à anticiper ces pannes constantes, que se passera-t-il ensuite? Pannes d'équipement. Hausse des coûts et retards s'accumulent comme un mur qu'il ne peut franchir. Il a déjà traversé des saisons difficiles, mais celle-ci est différente. Ce n'est pas seulement une période difficile, c'est un avertissement. La pression monte. Et même pour quelqu'un d'aussi têtu que Tony Beats, il a ses limites. S'il ne change pas rapidement la donne, perdra-t-il tout ce qu'il a gagné au prix d'un dur labeur? Les machines fonctionnent à nouveau, mais le plus dur combat de Tony a commencé bien avant son arrivée au Yukon. Le chemin semé d'embûches vers le succès. Tony Beats n'est pas né riche, célèbre ou prospère. Il est né le 15 décembre 1959, dans un petit village néerlandais appelé V. Dennis. Mais dès le début, sa vie fut toute sauf facile. Alors qu'il n'avait que 7 ans, sa famille fit ses valises et déménagea à Burgard, une ville rurale où la vie était centrée sur le travail et la survie. À l'époque où la plupart des enfants jouaient, il avait déjà plus de responsabilités que la plupart des adultes. Lorsque son père tomba malade,
Il n'était pas question d'attendre sans rien faire. Il reprit la ferme familiale, la dirigeante comme un chef, avant même d'atteindre l'adolescence. Mais ce n'était pas sa vie éternelle. Il voulait plus. Alors, à la fin de son adolescence, il a fait un choix audacieux. Il a quitté les Pays-Bas pour le Canada, espérant y trouver un avenir meilleur. À Harvey, en Alberta, il s'est mis à la tâche en faisant tous les petits boulots possibles et imaginables. Construction, agriculture, tout ce qui était rémunérateur. Le chemin vers le sommet n'était pas facile, mais il s'en fichait. Il passait ses journées à traire les vaches et à travailler sur des machines, acquérant des compétences qui lui feraient plus tard fortune. Un homme comme lui ne se contenterait cependant jamais de petits boulots. Il lui fallait quelque chose de plus grand, à la hauteur de sa motivation. C'est alors que l'or entre en scène, en 1984. Il plie bagage, cette fois direction le nord, le Yukon. C'est ici, à Dawson City, qu'il découvre pour la première fois le monde minier. Il a commencé au bas de l'échelle, manœuvrant des machines lourdes et apprenant les ficelles du métier. Mais il n'a jamais été un simple ouvrier. Il avait l'esprit vif, le sens des opportunités et le courage de prendre des risques. Il ne lui fallut pas longtemps pour cesser de travailler pour les autres et bâtir son propre domaine. La mine Tamarack devint son royaume, et bientôt tout le monde au Klondike connut son nom. Il n'était pas un simple chercheur d'or, c'était l'homme qui faisait bouger les choses. Bien sûr, sa vie ne se résumait pas à l'exploitation minière, aux Pays-Bas. Il connaissait une fille prénommée Minnie depuis son enfance. Ils avaient grandi ensemble. Mais ce qui avait commencé comme une amitié d'enfance s'était transformé en quelque chose de plus profond. À ce 20 ans, ils officialisèrent leur relation et Minnie devint sa partenaire. Dans tous les sens du terme, elle n'était pas seulement son épouse. Elle devint le pilier de leur entreprise, tenant les comptes à jour pendant qu'ils s'occupaient de l'exploitation minière. Ils fondèrent une famille ensemble et élevèrent 4 enfants. Monica, Mike, Bianca et Kevin. Mais la vie a ses revers. Leur 5e enfant, Jasmine, leur a été enlevé bien trop tôt. Cette perte a été déchirante, mais la famille Beats a persévéré, portant le poids de cette douleur à sa manière. Il n'était pas du genre à suivre les règles en matière d'exploitation minière. Il ne croyait pas aux raccourcis, mais il croyait fermement qu'il fallait faire les choses à sa façon. L'un de ses plus grands paris était de remettre au goût du jour les vieilles dragues, ces énormes machines d'extraction d'or abandonnées depuis des décennies. La plupart des gens le prenaient pour un fou, mais il avait une vision. Il retrouva une drague vieille de 75 ans, investit argent et sueur dans sa restauration et la fit fonctionner. C'était risqué, coûteux et non sans embûches, mais cela prouva une chose, il n'avait pas peur de miser gros. Et dans ce métier, miser grosse est le seul moyen de gagner. Le reste du monde n'a pas tardé à le voir à l'œuvre. Lors de la diffusion de l'émission Gold Rush sur Discovery Channel, le public a vite compris qu'il n'était pas comme les autres mineurs. Il a rejoint la série lors de la 2e saison et, dès le premier jour, il a clairement fait savoir qu'il n'était pas là pour faire le malin. Son attitude pragmatique, son franc-parler et son expérience hors pair ont fait de lui une star. Qu'il donne des conseils, qu'il s'en prenne à un employé paresseux, ou qu'il conclut des contrats importants. Il est devenu le genre d'homme que l'on adore ou que l'on craint. Mais une chose était sûre, il savait de quoi il parlait. Au fil des ans, il ne s'est pas contenté d'extraire de l'or, il a encadré de jeunes mineurs, prouvant que cette industrie n'était pas faite pour les faibles ou les mal préparés. Bien sûr, vivre à la limite comporte son lot de difficultés. Son approche de l'exploitation minière n'a pas toujours été bien accueillie par les autorités. Il a même été condamné à des amendes pour avoir utilisé de l'essence pour incendier un bassin de dragage. Un incident qui a même été diffusé sur Gold Rush. S'en souciait-il? Peu importe. En réalité, pour décrocher le jackpot, il faut repousser ses limites. Et il n'a jamais laissé les règles l'empêcher de poursuivre le succès. Certains ont qualifié cela d'imprudence, d'autres de génie. Quoi qu'il en soit, cela l'a maintenu au sommet de son art. Et n'oublions pas l'argent. Il n'a pas seulement survécu au monde minier, il l'a conquis. Avec une fortune estimée à plusieurs dizaines de millions, il laisse la preuve que le travail acharné porte ses fruits. Chaque centime gagné a été réinvesti dans son exploitation, lui permettant d'acheter de nouveaux équipements, d'étendre son rayon d'action et de veiller à ce que l'héritage du beat ne disparaisse pas de sitôt. À la fin de la saison minière, lui et sa famille ne disparaissent pas comme ça.
Ils partagent leur temps entre leurs activités au Yukon et leur domicile en Arizona. Pendant que les autres se reposent, lui planifie sans cesse, toujours à la recherche de la prochaine opportunité. L'exploitation minière n'est pas seulement un métier pour lui, c'est une obsession. Et s'il y a une chose sur laquelle on peut parier, c'est qu'il est toujours à la recherche du prochain gros coup. De nombreux mineurs ont tenté de trouver de l'or, mais tous ne sont pas capables de gérer les risques qui l'accompagnent. Il faut poursuivre l'or, quel que soit le risque. L'exploitation aurifère n'est pas pour les âmes sensibles. Il faut du courage, de la détermination et beaucoup de chance. Au fil des ans, la série télévisée Gold Rush a suivi certains des mineurs les plus audacieux, creusant dans la terre et le désespoir pour trouver le gros lot, ou s'effondrer. La recherche d'or n'est jamais facile, et même les plus grandes découvertes s'accompagnent de revers, d'erreurs de calcul et de catastrophes inattendues. Mais lorsqu'ils trouvent le trésor, c'est le genre de fortune qui change des vies à jamais. Lors de la première saison, l'équipe d'Hoffman n'avait aucune idée de ce qu'elle faisait. Armés de grands rêves et d'une expérience minière limitée, ils ont tenté leur chance. Ils ont finalement récolté un peu moins de 15 ounces d'or, loin d'être suffisant pour qualifier l'opération de succès. Ce n'était qu'un début, mais ils ne se sont pas laissés arrêter. Ils visaient plus grand et n'étaient pas prêts à abandonner. Dès la deuxième saison, ils ont déménagé leurs activités à Quartz Creek, au cœur du légendaire Klondike. Cette fois, les choses étaient différentes. L'équipe a réussi à extraire environ 93 onces, gagnant enfin de l'argent. Pendant ce temps, Parker Schnabel, alors adolescent, prouvait déjà qu'il avait les compétences nécessaires pour reprendre l'exploitation minière de son grand-père, engrangeant à lui seul environ 34 onces. Dakota Fred Hurt, Louis, n'était pas là pour tergiverser. Son équipe a récolté un peu plus de 80 onces. La troisième saison marqua un tournant. L'équipe Hoffman, avec l'aide de Dave Turin, redoubla d'efforts et réalisa un gain colossal. Plus de 800 onces d'or, soit plus d'1 million de dollars d'or. Un véritable bouleversement. Parker a également intensifié son jeu, récupérant près de 200 onces, tandis que l'équipe de Dakota Fred en a récolté un peu plus de 160. La compétition s'intensifiait et les enjeux devenaient plus importants. La quatrième saison a marqué l'un des plus grands bouleversements de l'histoire de la ruée vers l'or. Parker a pris un risque énorme en louant un terrain à Scribner Creek. L'opération s'est avérée très rentable. Il a récolté plus de 10 onces d'or, soit plus de 1,5 million de dollars. Non seulement il a battu la meilleure saison de Todd Hoffman, mais il a également surpassé le total de médailles d'or de Hoffman sur 4 saisons entières. C'est le genre de succès qui fait d'un mineur une légende. La cinquième saison a franchi une nouvelle étape. Parker a maintenu sa série de victoires, extrayant plus de 2,500 onces, pour un montant de près de 3 millions de dollars. Les Hoffman ont également connu une excellente saison, récoltant environ 1,300 onces, pour une valeur de plus de 1,5 million de dollars. Il était clair que Parker s'imposait rapidement comme la force dominante du secteur de l'extraction d'or. Dès la sixième saison, Parker ne se contentait pas de rivaliser. Il écrasait la concurrence. Son équipe a extrait plus de 300 onces, pour une valeur de près de 3,5 millions de dollars. Les Hoffman ont également livré une belle bataille, récoltant un peu plus de 30 onces. Les chiffres étaient de plus en plus impressionnants et la ruée vers l'or était plus importante que jamais. La septième saison fut la meilleure de Parker à ce jour. Son équipe extraya un volume impressionnant de 300 onces, d'une valeur de plus de 5 millions de dollars. Tony Beats, le mineur expérimenté, a également connu une saison incroyable, récoltant un peu plus de 20 onces d'or grâce à une drague minière remise à neuf. L'émission prouvait que les découvertes d'or massives n'étaient pas seulement possibles. Elles se multipliaient saison après saison. Puis vint la huitième saison, où Parker écrasa tout le monde. Son équipe extraya un incroyable volume de 6,200 onces, rapportant plus de 7 millions de dollars. Tony Beats maintint sa domination avec plus de 3,600 onces, d'une valeur de plus de 4 millions de dollars. Pendant ce temps, les Hoffman ont conclu leur dernière saison de l'émission, avec plus de 1,600 onces extraites avant de mettre un terme à l'aventure. La neuvième saison a battu un nouveau record. L'équipe de Parker a dépassé les attentes, extrayant plus de 7,400 onces, pour une valeur de près de 9 millions de dollars. Rick Ness,
se lançant seul pour la première fois, a réussi à extraire un peu plus de 100 once, dépassant son objectif de 1-0. Tony Beats et sa famille ont extrait un peu moins de 400 once, mais cela n'a pas suffi à atteindre leur objectif de 6-0. La saison a prouvé que si l'extraction de l'or pouvait être extrêmement gratifiante, elle n'était jamais facile. À la saison 10, Parker était au sommet de sa forme. Son équipe avait récolté plus de 700 once, pour une valeur de plus de 10 millions de dollars. Même s'ils étaient juste en deçà de leur précédent record, c'était tout de même une récolte incroyable. Rick Ness a eu du mal à survivre dans son nouvel emplacement, parvenant à peine à survivre avec environ 500 once. Pendant ce temps, Tony Beats, contraint de déménager en raison de problèmes de permis, a terminé la saison avec plus de 200 once. Au vu de ces chiffres, on comprend aisément pourquoi la recherche d'or ne s'arrête jamais. Les risques sont élevés, la compétition est rude, et un seul faux pas peut anéantir toute une saison. Mais quand cela porte ses fruits, c'est énorme. Qu'il s'agisse de Parker Schnabel, de Tony Beats ou d'un jeune mineur espérant faire fortune, chaque saison réserve son lot de surprises. La chasse à l'or n'est jamais terminée, car tant qu'il y en aura dans le sol, quelqu'un tentera de l'extraire. Tony a bâti son entreprise minière à partir de rien, mais son fils Kevin avait sa propre façon de faire, ce qui a causé de gros problèmes. Le combat d'un fils pour faire ses preuves. Kevin Beats n'a pas seulement grandi dans le milieu minier, il y a été plongé, fils d'un mineur légendaire. Les attentes étaient très élevées, avant même qu'il ne les connaisse. À l'adolescence, Kevin utilisait déjà des équipements miniers et, avant même ses 20 ans, il dirigeait des équipes entières à Paradise Hill. La plupart trouveraient cela impressionnant, mais pour son père, c'était le strict minimum. Le problème, Kevin n'était pas un simple travailleur, ni un Beats comme les autres. Il avait ses propres idées, et cela n'allait jamais plaire à un homme qui croyait que travailler dur signifiait faire les choses à l'ancienne. Pas de raccourcis, pas de plaintes, et surtout pas de technologie sophistiquée pour les en empêcher. Pendant des années, Kevin et son père se sont disputés sur la façon de procéder. Le plus âgé avait passé des décennies à extraire l'or du Klondike avec force brute et une volonté sans faille. Convaincu que la réussite résidait dans la résolution des problèmes, et non dans leur remise en question. Kevin, Louis, possédait quelque chose que son père n'avait pas, une formation en leadership et en informatique. Il voyait les choses différemment. Il voulait moderniser les opérations, gagner en efficacité et réduire le gaspillage. Mais pour l'homme qui a bâti un empire de ses propres mains, tout cela ressemblait à une série de changements inutiles, venant de quelqu'un qui n'avait pas assez travaillé dans la terre pour comprendre comment les vrais mineurs s'y prennent. Puis vint le point de rupture. Kevin s'en alla. Comme ça, il décida de prendre congé de l'entreprise familiale, laissant l'exploitation tourner sans lui. Et l'homme aux commandes? Disons qu'il n'a pas pris ça à la légère, dans son monde. On ne fait pas que prendre une pause, on s'investit, même si c'est difficile. C'est le prix à payer pour être dans le jeu. L'absence de Kevin n'a pas seulement perturbé l'exploitation minière, elle a porté un coup dur à tout ce que son père attendait de lui. S'il n'était pas prêt à se sacrifier pour cela, que faisait-il? Mais Kevin n'en avait pas fini avec l'exploitation minière. Il voulait simplement faire les choses à sa façon. Avec ses économies, il a lancé sa propre exploitation minière, prêt à prouver qu'il n'avait pas besoin de l'ombre de son père. Mais les choses ont vite mal tourné. L'équipement est tombé en panne, les coûts ont grimpé en flèche et, très vite, il s'est retrouvé confronté à l'une des plus grandes réalités du secteur. L'exploitation minière n'est pas seulement une question de compétence, c'est une question de survie. Et sans moyens financiers importants, la survie devient vite difficile. Lorsque sa machine a cessé de fonctionner, Kevin a eu le choix, ravaler sa fierté et demander de l'aide à son père, ou se débrouiller seul. Il a choisi de poser la question. Et la réponse? Un non catégorique. Place de cadeau. Nous devons tous apprendre à être notre propre patron. C'était le message. Kevin ne pourrait pas faire ses preuves s'il le voulait. Il devait le faire à la dure. Désespéré de trouver une solution, Kevin s'est tourné vers quelqu'un d'autre. Parker Schnabel, un autre mineur, un autre concurrent, une autre personne dont son père n'était pas vraiment le meilleur ami. Parker propose son aide, mais à un prix qui fit mal. $150 pour un camion d'occasion. Le budget de Kevin? $100. Il était déjà sur la corde raide.
Et cette transaction le plongeait encore plus dans une zone de danger financier. Mais quel choix avait-il? L'exploitation minière se moque de votre fierté. Si vous voulez maintenir l'exploitation, vous payez, peu importe la douleur. L'équipe de Kevin commençait à s'inquiéter elle aussi. Son contremaître, Brennan Rouault, n'hésita pas. Il fit clairement comprendre que leur équipement obsolète allait poser un sérieux problème. Kevin le savait. Toute cette opération était une bombe à retardement, mais il n'allait pas abandonner. Il avait quelque chose à prouver, à lui-même, à son père, à tous ceux qui pensaient qu'il ne pourrait pas y arriver sans le soutien du Beat. Le conflit entre Kevin et son père ne concernait pas seulement l'exploitation minière. Il portait sur la réussite. D'un côté, il croyait qu'il fallait se dépasser, surmonter la douleur et prouver sa valeur par la sueur et le courage. De l'autre, il croyait qu'il fallait anticiper, planifier plus intelligemment et utiliser la technologie pour garder une longueur d'avance. Et aucun des deux n'était prêt à céder. Alors que Kevin luttait pour maintenir son entreprise à flot, l'homme qui l'avait autrefois guidé gardait ses distances, observant de loin, refusant d'intervenir si ce n'était à ses conditions. Au fond, ils étaient toujours une famille. Mais famille ne signifie pas être d'accord, et encore moins choisir la facilité. Le fossé entre père et fils n'allait pas disparaître de sitôt. Kevin avait décidé de se faire un nom, et Tony Beats allait le laisser faire, même s'il devait le voir lutter. Car dans ce monde, lutter fait partie du jeu. Si Kevin voulait faire ses preuves, il devait le faire seul, et c'est exactement ce qu'il cherchait à faire. Avec des dettes qui s'accumulaient et des opérations qui s'effondraient, trouverait-il le moyen de rebondir? Ou est-il sur le point de tout perdre? Certains disent que cela fait partie du métier, mais d'autres pensent qu'il a pris trop de risques. Qu'en pensez-vous? Dites-le nous dans les commentaires. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour en savoir plus. Si nous parvenons à un accord, cela satisfera le gouvernement. Pour l'instant, nous n'en avons pas. Il faudra juste voir si on peut trouver un accord avec Parker d'une manière ou d'une autre. Et il faudra être gentil. Alors il va falloir qu'on s'entende. Oh, et maintenant on se lie d'amitié. Que s'est-il passé au printemps dernier, Tony? Donne-moi une seule bonne raison de ne pas te dire d'aller te faire foutre. Tony Beats a assigné Parker Schnabel devant la Cour suprême pour une trahison choquante qui pourrait détruire sa carrière. Il ne s'agit pas seulement d'un conflit minier, c'est une véritable guerre de pouvoir, de respect et de millions de dollars. L'acte irréfléchi de Parker a contraint Tony à riposter et maintenant toute l'industrie est sous ses yeux. Fort de plusieurs décennies d'expérience, Tony refuse de reculer, déterminé à faire payer Parker. Écoutez-nous pour découvrir la suite. Alors que les choses semblent réglées, un nouveau rebondissement judiciaire bouleverse la donne. La bataille juridique entre Beats et Schnabel. Tout ce grabuge a commencé à cause d'un acte de Parker, et Tony ne laisse pas passer l'occasion. Les documents judiciaires montrent que Tony estime que Parker a outrepassé les limites, et c'est maintenant à la Cour suprême de trancher. La bataille juridique ne se résume pas à un désaccord mineur sur une réclamation ou un équipement. Non. Il s'agit d'une toute autre dimension. Il s'agit de respect, de réputation et de beaucoup d'argent. Et juste au moment où Parker pensait que la situation ne pouvait pas empirer, une nouvelle preuve est apparue, qui pourrait tout changer. Ces deux mineurs ont bâti leur empire de toutes pièces. Mais leurs méthodes sont on ne peut plus différentes. Tony, le mineur à l'ancienne et pragmatique, est dans le métier depuis une éternité. Il a l'expérience, le cran est une façon de faire qui le place clairement au premier plan. Des performances incroyables, ils ne comprennent jamais. Ils ne comprennent jamais. Parker, Louis, est le jeune talent, toujours à la recherche du prochain coup d'éclat, prêt à prendre des risques qui pourraient soit payer, soit lui exploser à la figure. Et cette fois, il semble que les choses viennent exploser d'une manière inattendue. La tension entre ces deux-là a toujours existé. Quiconque les a observés à l'œuvre sait qu'ils ne sont pas toujours d'accord. Tony a été un mentor pour Parker à certains égards, mais cela ne signifie pas qu'ils se sont toujours bien entendus. Il y a eu des désaccords, des disputes et de nombreux moments où il était clair qu'aucun des deux ne voulait reculer. Et maintenant, la situation est telle que Tony ne se contente pas de s'en aller. Il engage une action en justice. La bataille juridique s'annonce coûteuse et longue. Avocats, frais de justice et tout ce qui accompagne une telle procédure implique que les deux parties vont dépenser une fortune rien que pour prouver leur point de vue. Mais pour Tony,
Ce n'est pas qu'une question d'argent. Il a une réputation à protéger. Et s'il estime que Parker a dépassé les bornes, il se battra jusqu'au bout. Impossible de prédire l'issue. La Cour suprême entendra les deux parties, et ce sont elles qui auront le dernier mot. Mais une chose est sûre, il ne s'agit pas d'un simple conflit minier. Il s'agit d'une bataille entre deux des plus grands noms du secteur. Et quoi qu'il arrive, le monde minier ne sera plus jamais le même. Tony Beats n'est pas étranger à l'actualité du secteur minier. Son exploitation prospère depuis des décennies, bâtie sur un travail acharné et des techniques minières traditionnelles. Il a une équipe qui le respecte et il ne prend pas de raccourcis en affaires. Il croit qu'il faut faire les choses correctement, même si cela prend plus de temps et coûte plus cher. Tony est très exigeant envers lui-même et il l'est donc envers tous les autres. C'est comme ça. Sa réputation de mineur parmi les plus coriaces est amplement méritée. Parker Schnabel, quant à lui, est connu pour sa volonté d'essayer de nouvelles stratégies et de repousser les limites. Il a repris l'exploitation minière familiale très jeune et n'a cessé de battre des records depuis. Il n'a pas peur de dépenser beaucoup d'argent pour en gagner beaucoup. Et il est connu pour prendre des risques que d'autres n'envisageraient même pas. Parfois, ces risques sont payants, mais parfois, ils mènent à des ennuis. Et cette fois, c'est précisément ce qui l'a conduit à se retrouver en difficulté. Le désaccord qui a mené au procès ne s'est pas produit du jour au lendemain. Depuis des années, des signes laissaient penser que Tony et Parker n'étaient pas en bons termes. Au sein de la communauté minière, des rumeurs ont circulé sur leur rivalité. Mais personne ne s'attendait à ce qu'elle atteigne l'ampleur d'une bataille devant la Cour suprême. Il ne s'agit pas d'une simple dispute entre deux mineurs au sujet d'une revendication. Il s'agit d'une affaire personnelle. Et les deux hommes sont prêts à se battre jusqu'à ce qu'un vainqueur soit clairement désigné. Des documents judiciaires révèlent que Tony estime que Parker a outrepassé ses obligations d'une manière impossible à ignorer. Il affirme que Parker a commis un acte qui a eu un impact direct sur son entreprise, et qu'il ne peut pas le laisser passer. Dans le secteur minier, chaque décision a un poids. Un faux pas peut coûter des millions. Et dans ce cas précis, Tony semble dire que les actions de Parker lui ont coûté cher. L'exploitation minière n'est pas une activité facile. Il faut de la patience, du talent et la capacité à prendre les bonnes décisions au bon moment. Tony est dans le milieu depuis assez longtemps pour savoir comment les choses doivent se dérouler. Et il n'apprécie guère ceux qui tentent de brûler les étapes ou de prendre des décisions au détriment d'autrui. Il a travaillé trop dur et trop longtemps pour laisser une telle situation se produire sans intervention. Il fait clairement comprendre que s'il est contrarié, il y aura des conséquences. Les sommes en jeu dans ce procès sont faramineuses. Il ne s'agit pas d'une réclamation de mineurs. Il s'agit d'une véritable bataille pour la survie financière et professionnelle. Tony ne porte pas plainte simplement pour faire valoir son point de vue. Il est sincèrement convaincu d'avoir subi un préjudice qui exige une action en justice sérieuse. Parker, quant à lui, ne recule pas. Il a bâti sa réputation sur son audace, et il ne compte pas se laisser faire par Tony. La procédure judiciaire ne sera pas rapide. Les affaires portées devant la Cour suprême sont longues. Et celle-ci s'annonce comme l'une des plus grandes batailles juridiques de l'histoire dans le domaine minier. Il y aura des audiences, des témoignages et une montagne de paperasse. Les deux parties feront appel à des experts pour étayer leurs revendications. Et chaque preuve sera examinée attentivement. L'issue de cette affaire pourrait changer la façon dont les litiges miniers seront traités à l'avenir. Et tous les acteurs du secteur suivent de près. Ce qui rend cette affaire encore plus complexe, c'est que Tony et Parker sont tous deux des personnalités bien connues du monde minier. Ils ont des fans, des suiveurs et des sympathisants passionnés par leur métier. Chacun prend parti, et le débat sur qui a raison et qui a tort s'intensifie. Certains pensent que Tony défend simplement ses intérêts, tandis que d'autres pensent que Parker est injustement ciblé, alors que la bataille juridique s'intensifie. Parker tombe sur une découverte qui va changer la donne. Le filon. Un énorme jackpot d'or vient d'apparaître sur les terres de Parker Schnabel. Il s'agit d'une mine d'or valant 400 millions de dollars. C'est exact. Beaucoup d'argent, de gros risques et des récompenses encore plus grandes. Mais ne croyez pas qu'il s'agit d'un simple coup de chance. C'est un moment décisif qui pourrait redéfinir l'industrie aurifère et l'empire de Parker. Si vous avez suivi le parcours de Schnabel, vous savez qu'il n'est pas un mineur ordinaire. Il ne se contente pas de laisser les choses se produire. Il les fait advenir. Il a commencé jeune, gérant l'importante mine de pépites familiale.
Mais il n'entendait pas rester dans l'ombre de son père. Il a misé sur ce qu'il avait appris et s'est lancé à fond, transformant les risques en gains importants. Il a misé sur le Yukon, investissant 15 millions de dollars dans des terres vierges, et devinez quoi? Ce pari a été largement payant. Rapportant plus de 80 once a door. Cela représente environ 160 millions de dollars. C'est incroyable. Cela nous prépare parfaitement pour les prochaines années. Je tiens vraiment à vous remercier tous. Je le pense du fond du cœur, et j'espère que chacun d'entre vous aura envie de revenir. Mais il n'est pas du genre à se reposer sur ses lauriers. Non. Il est constamment à la recherche du prochain gros coup. Et c'est ce qui l'a conduit au Brésil. Ce n'est pas une opération de fortune. C'est un pays où l'or ne coule pas au compte-gouttes. Il inonde le marché. L'Amazonie recèle des secrets. Et Parker était déterminé à les découvrir. Ce qu'il a trouvé, une mine d'or qui change la donne. On parle d'un jackpot de 400 millions de dollars. Et ce n'est pas n'importe quel or. C'est le genre d'or qui fait perdre le sommeil aux mineurs. Il est presque pur à 100%. Du jamais vu dans l'industrie. C'est le genre de découverte qui non seulement enrichit un mineur, mais le rend légendaire. Mais avant de penser qu'il roule sur l'or, soyons réalistes. L'exploitation minière n'est pas une activité facile à exploiter. C'est une zone de guerre, avec des équipements hors d'usage, des dépenses colossales et la peur constante qu'un faux pas puisse tout coûter. Trouver de l'or est une chose. L'extraire du sol et le transformer en profit, c'est là tout le défi. L'exploitation aurifère n'est pas pour les âmes sensibles. Chaque once d'or extraite du sol pose son lot de problèmes. Tout d'abord, il faut gérer la réglementation. Et opérer au Brésil implique une bureaucratie inédite. Authorizations governmentales, préoccupations environnementales et menaces sécuritaires ne sont que quelques-uns des casse-têtes inhérents à ce territoire. Ensuite, il y a l'équipage. Gérer une équipe de mineurs ne consiste pas seulement à donner des ordres, mais aussi à maintenir le moral dans des conditions difficiles. Parker le sait mieux que quiconque. Il a bâti sa réputation sur son leadership, travaillant aussi dur, voire plus, que ses collaborateurs. C'est pourquoi son équipe lui reste fidèle contre vent et marée. Et parlons sécurité. Lorsque vous êtes assis sur de l'or aussi pur, vous n'avez pas seulement affaire à des concurrents. Vous devez vous soucier du vol, du sabotage et de ceux qui seraient prêts à tout pour s'approprier une part du marché. Assurer la sécurité d'un site comme celui-ci implique un investissement important en matière de sécurité, ce qui représente un coût supplémentaire qui s'ajoute à une exploitation déjà coûteuse. L'ascension de Parker vers le sommet ne se résume pas seulement à une bonne télévision.